Le soleil de fin d'après-midi frappait sans pitié la rue principale poussiéreuse de Willow Creek, peignant tout dans des tons ambrés et rouilles. Nous étions en 1882 et la petite ville frontalière se dressait comme une cicatrice érodée par le temps sur le visage du territoire de l'Arizona, où la civilisation côtoyait la nature sauvage dans une trêve précaire. Des tourbillons de poussière dansaient entre les bâtiments en bois et l'air scintillait de chaleur, poussant même les plus courageux à chercher refuge à l'ombre. Samuel Hayes se tenait à l'écart de la foule qui s'était rassemblée, son chapeau Stetson usé par les intempéries rabattu sur ses yeux grisaciers qui avaient trop vu la dureté de la vie. À 35 ans, il avait une silhouette imposante, grande, large d'épaules, avec une force sèche acquise au fil des années passées à travailler avec le bétail sous un soleil impitoyable. Son visage, bronzé comme du cuir et marqué par les rides de la solitude, ne trahissait rien de ses pensées, tandis qu'il observait le spectacle qui se déroulait sur la plateforme d'enchères improvisées. La foule bourdonnait d'anticipation, ses voix mêlant excitation, dégoût et curiosité morbide. Les hommes crachaient du jus de tabac dans la poussière tandis que les femmes en robe de calicot chuchotaient derrière leurs mains gantées, les yeux écarquillés par une fascination scandalisée. L'objet de leur attention se tenait sur la plateforme, les poignets enchaînés, même si Samuel doutait qu'une chaîne puisse vraiment retenir ce qu'il voyait dans ses yeux ambrés féroces. Elle ne pouvait pas avoir plus de 23 ans, avec ses cheveux auburn emmêlés qui reflétaient la lumière déclinante comme du fil de cuivre. Sa robe, autrefois peut-être blanche, était déchirée et tachée, témoignant d'une lutte. Du sang séché maculait le coin de sa bouche et des ecchymoses peignaient ses bras de nuances violettes et jaunes. Pourtant, elle se tenait droite, le menton relevé en signe de défi, affrontant les regards avides de la foule avec un regard qui aurait pu brûler la terre. « Messieurs, nous avons ici une véritable créature sauvage. » Le commissaire-priseur, un homme gras nommé Josiah Pritchard, gesticulait de manière théâtrale en parlant. On l'a trouvé vivant comme un animal dans les canyons, volant les honnêtes gens, se battant comme un démon lorsqu'elle était acculée. Les hommes du shérif ont eu beaucoup de mal à l'arrêter. Un murmure de rire parcourut la foule. Quelqu'un cria « Comment s'appelle-t-elle » ? « Pritchard. Elle se fait appeler Helena, mais Dieu seul sait si c'est un nom chrétien ou païen. Elle parle quand elle en a envie, ce qui n'est pas souvent, et elle se bat comme 10 hommes quand elle est en colère. Le comté se lave les mains d'elle. Quiconque l'accueille le fait à ses propres risques. Samuel serra imperceptiblement les mâchoires. La jeune fille, Helena, tourna lentement la tête, scrutant la foule avec la lassitude d'un loup pris au piège. Lorsque leurs regards se croisèrent, quelque chose passa entre eux, rapide comme l'éclair et tout aussi électrique. Reconnaissance? Défi? Il ne saurait le dire, mais il se retrouva à avancer à travers la foule. « Je sais ce que vous pensez, » continua Pritchard, en s'essuyant le front avec un mouchoir taché. « Pourquoi un homme sensé voudrait-il s'attirer de tels ennuis? Eh bien, messieurs, parfois les chevaux les plus sauvages font les meilleures montures une fois qu'ils sont bien dressés. Elle est jeune, forte comme un bœuf et avec la bonne main pour la guider. Ce n'est pas un cheval, Pritchard. » La voix d'Helena fendit l'air comme un coup de fouet, brut et féroce. « Et je tuerai tout homme qui tentera de me dompter. » La foule recula, certains hommes riant nerveusement, d'autres secouant la tête. Une femme près de Samuel agrippa le bras de son mari et murmura « C'est impie, James. Aucune femme chrétienne ne parle ainsi. C'est pourquoi elle a besoin d'une main ferme. » Un autre homme répondit, les yeux brillants d'une lueur qui fit serrer les poings à Samuel. « 20 $, cria quelqu'un. 25, 30, et c'est généreux pour un tel problème. » Samuel regarda les différents hommes enchérir, chaque enchère accompagnée de commentaires obscènes ou de vantardises sur la façon dont ils allaient dompter son caractère sauvage. Ces paroles lui donnèrent de la nausée, mais son expression resta impassible. Il était venu en ville pour s'approvisionner. Pas pour assister à ce cirque, mais quelque chose dans la dignité désespérée de la jeune fille le clouait sur place. 40 $. Un rancher corpulent nommé Bull Morrison s'avança, le visage rouge d'alcool et d'excitation. « Je vais vous apprendre. J'ai de la place dans mon ranch pour les fillies fougueuses. » La foule rit de la blague grossière de Morrison. Helena cracha dans sa direction, ce qui lui valut une gifle de la part d'un des adjoints qui la gardait. Elle trébucha, mais ne tomba pas, du sang coulant de sa lèvre fendue.
Allons, allons, restons civilisés, s'écria Pritchard, bien que son sourire suggérât qu'il appréciait le spectacle. Est-ce que j'entends 45? Samuel se retrouva un mouvement avant même d'avoir pris une décision consciente. La foule s'écarta alors qu'il s'approchait de l'estrade, ses éperons résonnant contre les planches de bois tandis qu'il montait les marches. De près, il pouvait voir la peur derrière le défi d'Helena, l'épuisement dans la position de ses épaules. $100, dit-il doucement, sa voix portant dans le silence soudain. Les yeux de Pritchard s'écarquillèrent. 100? Eh bien, Monsieur Hayes, je ne m'attendais pas à 100, répéta Samuel en sortant d'une pochette en cuir de son manteau. En espèces, terminons cela maintenant. Morrison s'avança, le visage rouge de colère. Attendez une minute. Hayes, vous ne pouvez pas simplement... Samuel se retourna, fixant Morrison d'un regard qui avait déjà fait reculer des hommes 2 fois plus grands que lui. Je peux le faire et je le ferai, à moins que vous ne soyez prêt à enchérir. La foule retint son souffle. La main de Morrison se posa près de son arme, mais quelque chose dans l'attitude de Samuel. La façon décontractée dont sa main reposait près de son propre Colt 45 fit réfléchir l'autre homme. La justice de la frontière était rapide, et Samuel Hayes avait la réputation d'être encore plus rapide. « Elle est à vous », cracha littéralement et figurativement Morrison. De toute façon, aucun homme ne pouvait la dompter. Vous le verrez bien assez tôt. Samuel compta les billets, ses mouvements délibérés et calmes. Alors que Pritchard s'emparait avidement de l'argent, quelqu'un dans la foule s'écria « Qu'est-ce que tu comptes faire d'elle? Hayes, ton ranch n'est pas un endroit pour une femme. » Il se retourna, s'adressant à la foule pour la première et dernière fois. « Ce que je fais sur mes terres ne regarde que moi. » Puis, presque comme une réflexion après coup que seule Helena pouvait entendre, il ajouta doucement « Voyons voir si elle saura conquérir mon cœur. » Ces mots étaient à la fois un défi et une moquerie à l'égard de tout ce spectacle sordide, mais quelque chose dans son ton fit légèrement écarquiller les yeux d'Helena. Elle scruta son visage, cherchant la cruauté qu'elle attendait des hommes, mais ne trouva qu'une sorte de détermination lasse. « Détachez-la », ordonna Samuel au shérif adjoint. « Vous êtes sûr de vous, monsieur Pays? Elle risque de s'enfuir à la première occasion. »« Détachez-la », répéta-t-il. Les chaînes tombèrent dans un cliquetis. Helena se frotta les poignets à vif, sans quitter Samuel des yeux. La foule se pressa autour d'elle, impatiente de voir si elle allait attaquer ou s'enfuir. Au lieu de cela, elle resta immobile, comme un cerf hésitant entre la fuite et le combat. « Vous n'avez rien acheté, dit-elle d'une voix rauque mais ferme. « Je ne suis la propriété de personne. Je n'ai jamais dit le contraire, répondit Samuel. Mais la loi en décide autrement, et pour l'instant, vous faire sortir d'ici semble être la meilleure des mauvaises options. Tu viens pacifiquement, ou je te laisse à eux. » Il fit un geste vers la foule où Bull Morrison et d'autres attendaient comme des vautours. Helena serra les mâchoires, son orgueil luttant contre son instinct de survie. Finalement, elle acquiesça brièvement et sèchement. « Je viendrai, dit-elle, mais je ne m'agenouillerai pas, ni devant toi, ni devant personne. »« Je ne te l'ai jamais demandé, dit Samuel, déjà en train de s'éloigner. Les chariots sont par là. » Alors qu'ils descendaient de l'estrade, la foule s'écarta à contre-cœur. Samuel pouvait entendre les chuchotements qui les suivaient. Spéculation, condamnation, pitié et envie se mêlaient en un cocktail toxique. Helena marchait à ses côtés, et non derrière lui, la tête haute malgré les chaînes qu'elle ne portait plus. Elle regarda son chariot chargé des provisions qu'il était venu chercher à l'origine. Samuel s'arrêta. « Tu sais monter à cheval? »« Mieux que n'importe quel homme ici, » rétorqua Helena. Son défi était flagrant. « Bien, il y a une jument attachée à l'arrière. Elle est à ta disposition. » Il vit sa surprise et ajouta « La route est longue, ce sera plus facile si tu es à cheval. » Alors qu'elle se dirigeait vers le cheval, une vieille femme cria depuis la foule. « Tu fais une erreur, Samuel Hayes. On ne peut pas aimer quelqu'un pour effacer sa sauvagerie. » Samuel enfourcha sa propre monture, un solide cheval noir nommé Redemption. « Je n'essaie pas de l'aimer, » dit-il assez fort pour que les personnes à proximité l'entendent. Peut-être qu'il n'a pas besoin de s'exprimer. Helena était montée sur le cheval du maire avec une aisance qui trahissait une longue familiarité avec les chevaux. Pendant un instant, Samuel la vit telle qu'elle aurait pu être, libre dans la nature sauvage, sans se plier aux mains cruelles de la civilisation. Puis l'instant passa, et ils n'étaient plus que 2 âmes brisées dans une rue poussiéreuse.
observé par une ville qui allait jaser de cette journée pendant des années. Alors qu'ils quittaient Willow Creek, le soleil finit par plonger sous l'horizon, peignant le ciel de nuances sanglantes et dorées. Leurs ombres s'étiraient sur la route poussiéreuse, deux silhouettes ombres se dirigeant vers un avenir incertain. Derrière eux, la ville rapetissait, ses jugements et sa cruauté s'estompant dans le crépuscule naissant. Helena chevauchait à ses côtés, son silence aussi lourd que les chaînes qu'elle avait portées. Samuel ne chercha pas à engager la conversation. Il avait acheté sa liberté, pas sa confiance, et il savait bien que certaines choses ne s'achetaient à aucun prix. La route était longue et le ranch qui les attendait n'était pas un paradis, juste un autre bout de terre aride sous un ciel impitoyable. Mais c'était un début, et dans la dure réalité de la frontière, c'était parfois tout ce qu'on pouvait espérer. Le voyage s'étendait devant eux comme un ruban de poussière et de rêves brisés. Ils chevauchaient depuis 3 heures depuis leur départ de Willow Creek, et la lune était pleine et brillante, plongeant le désert dans des nuances d'argent et d'ombre. Les seuls sons étaient le cliquetis régulier des sabots sur la terre battue et le hurlement lointain des coyotes appelant leurs congénères. Helena chevauchait comme si elle était née en selle, son corps bougeant et une parfaite harmonie avec celui du maire, malgré son épuisement évident. Samuel l'observait du coin de l'œil, remarquant la façon dont elle scrutait constamment l'horizon, la tension dans ses épaules qui ne se relâchait jamais tout à fait. Elle lui rappelait un Mustang qu'il avait attrapé autrefois. Belle, féroce et prête à s'enfuir au premier signe de faiblesse. « Nous allons bientôt camper, dit-il, rompant le long silence. » Sa voix était rauque à force de ne pas avoir été utilisée. Elle ne répondit pas, gardant les yeux fixés sur l'obscurité devant elle. Samuel n'insista pas. Il avait appris depuis longtemps que le silence pouvait être une forme de communication à part entière, en particulier avec ceux qui avaient été blessés par trop de mots. Ils continuèrent à chevaucher jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit bosquet de peupliers regroupés autour d'une source, l'une des rares sources d'eau fiable sur le chemin menant à son ranch. Samuel mit pied à terre, ses mouvements raides après cette longue chevauchée. Helena resta en selle, le regardant de ses yeux ambrés qui semblaient briller au clair de lune. « C'est un endroit sûr, dit-il en desserrant la sangle de Redemption. L'eau est propre et les arbres nous protègent. Nous passerons la nuit d'ici. Et si je décide de continuer à chevaucher, dit-elle d'un ton provocateur, testant les limites. Samuel haussa les épaules et continua à s'occuper de son cheval. Meyer est fatigué, même si toi tu ne l'es pas. Si tu le pousses trop dans cette région, vous finirez tous les deux en pâture aux buses, mais c'est ton choix. Il lui tourna le dos et ramassa du bois sec pour faire un feu. C'était un risque calculé, montrer sa vulnérabilité à quelqu'un qui avait clairement fait savoir qu'elle ne faisait confiance à personne. Mais parfois, la meilleure façon de prouver que l'on n'avait pas de mauvaises intentions était d'offrir son dos à leur lame. Il l'entendit descendre de cheval, le bruit sourd des bottes frappant le sable. « Juste pour cette nuit, » dit-elle, comme si elle faisait une concession. Samuel alluma le feu en silence, ce rituel familier apaisant ses nerfs. Les flammes prirent rapidement, projetant des ombres dansantes sur les troncs des peupliers. Il installa un campement simple, 2 sacs de couchage de porc et d'autres du feu, son fusil à portée de main dans ses sacoches. Il sortit du pain dur, du jerky et une boîte de pêche qu'il avait gardée. Helena s'occupa de sa jument avec une douceur surprenante, ses mains sûres et délicates vérifiant les sabots de l'animal et le frottant avec des poignées d'herbe sèche. Lorsqu'elle eut terminé, elle s'approcha du feu avec lassitude, comme un animal sauvage attiré par la chaleur, mais prêt à s'enfuir. Affamé, Samuel lui tendit la nourriture sans la regarder directement. Elle s'empara des provisions et se retira de son côté du feu, mangeant avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui avait connu la vraie faim. Samuel mangea lentement sa propre portion, les yeux fixés sur les flammes. Pourquoi? Le mot jaillit de la bouche d'Helena, comme s'il avait lutté pour s'échapper. Pourquoi m'avez-vous acheté? Que voulez-vous? Samuel réfléchit soigneusement à sa réponse. Je ne supportais plus de regarder ça, dit-il finalement. Ce qu'ils faisaient, ce qu'ils auraient fait, quant à ce que je veux, dit-il en croisant son regard par-dessus le feu. Pour l'instant, je veux rentrer chez moi, à mon ranch. Après, on verra. Tout le monde veut quelque chose, dit-elle amèrement. Les hommes surtout. C'est vrai, acquiesça Samuel. Je veux de bons ouvriers pour mon ranch. Je veux ramener mon troupeau avant l'hiver. Je veux dormir la nuit sans que des fantômes hantent mes rêves.
Mais rien de tout cela n'implique de te prendre quoi que ce soit que tu ne choisisses de donner. Helena l'étudia de ses yeux féroces, cherchant le mensonge. La lumière du feu jouait sur son visage, adoucissant les traits durs de l'épuisement et de la peur. Et si je m'enfuis, alors tu t'enfuis, dit simplement Samuel. Je ne te poursuivrai pas, mais je te demanderai de réfléchir à l'endroit où tu vas. Ce désert là-bas se moque bien de la liberté de quiconque. Il te tuera aussi sûrement que n'importe quel homme. Un vent froid balaya le campement, faisant danser le feu de manière sauvage. Helena serra contre elle la fine couverture qu'il lui avait donnée. Samuel remarqua qu'elle frissonnait et, sans un mot, ajouta du bois dans le feu. Ton ranch, dit-elle après un long silence. Qu'on m'étonne. Simons. Comment est-il? C'est une terre difficile, admit Samuel. 30 acres de broussailles et de pierres, avec juste assez d'herbe pour nourrir le bétail si tu sais d'où chercher. Mais il y a un bon puits et la maison est solide, quelques mains pour aider au travail. Tom Brennan, le vieux Miguel Santana et le jeune Billy Crawford. Ce sont de bons hommes, ils restent surtout entre eux, et ils attendront la même chose de moi. Elle ne termina pas sa phrase, mais le sous-entendu était lourd dans l'air. Ils attendront de vous que vous travailliez comme tout le monde, rien de plus. La voix de Samuel se durcit. Je ne dirige pas ce genre d'endroit. Quiconque pense autrement devra m'en répondre. Helena absorba cette information, le visage impassible. Puis, si doucement qu'il faillit ne pas l'entendre. Je n'ai jamais eu de vrai foyer. Cette confession sembla la surprendre autant que lui. Samuel remua le feu, lui laissant le choix de continuer ou de se retirer. Ils t'ont dit que j'étais sauvage, dit-elle, sa voix gagnant en force. Comme si j'étais une sorte d'animal, mais je ne l'ai pas toujours été, dit-elle, perdue dans des souvenirs qui semblaient la faire souffrir. Samuel attendit, patient comme il avait appris à l'être avec les chevaux effrayés et les âmes blessées. Je connais cette région, finit-elle par dire. Chaque canyon, chaque source cachée, chaque endroit où l'on peut s'abriter des tempêtes. C'est comme ça que j'ai survécu, dit-elle avant de s'interrompre brusquement. Ils m'ont surprise en train de voler de la nourriture. J'avais faim, c'est tout. Il n'y a pas de honte à avoir faim, dit Samuel doucement. Ils en ont fait une honte, ils m'ont rendue honteuse. L'amertume dans sa voix aurait pu faire cailler le lait. Une fille sauvage. Ils m'ont traité d'indomptable, comme si j'étais moins qu'humaine pour avoir choisi la liberté plutôt que leur cage. Un coyote hurla au loin, suivi d'un autre, puis d'un autre, jusqu'à ce que la nuit se remplisse de leurs chants sinistres. Helena pencha la tête, écoutant avec une expression presque nostalgique. « Tu les comprends ?» observa Samuel. Elle le regarda vivement, comme s'attendant à une moquerie. N'en trouvant aucune, elle acquiesça lentement, parfois mieux que je ne comprends les gens. Ils retombèrent dans le silence, mais c'était un silence différent maintenant, toujours méfiant, mais plus tout à fait aussi hostile. Samuel éteignit le feu pour la nuit, puis se leva, étirant ses muscles endoloris par la chevauchée. « Je prendrai le premier quart, dit-il. Va dormir, la journée sera longue demain. » La main d'Helena se posa instinctivement à l'endroit où aurait pu se trouver une arme. Elle ne trouva rien. « Tu ne vas pas. Je vais m'asseoir près de ce peuplier et m'assurer que rien ne nous dérange. » Samuel l'interrompit. « Comme je le fais chaque nuit sur la piste, ton lit de camp est là. Utilise-le ou non, mais repose-toi si tu le peux. Tu auras besoin de tes forces. » Il se dirigea vers l'arbre qu'il avait indiqué, le fusil sur les genoux, lui laissant tout l'espace du campement. Helena l'observa longuement, clairement déchirée entre l'épuisement et la méfiance. Finalement, la fatigue profonde l'emporta. Elle se recroquevilla sur le matelas comme un chat, sans jamais vraiment se détendre, même lorsque ses yeux se fermèrent. Samuel monta la garde tandis que les étoiles tournaient au-dessus de leur tête. Ses pensées étaient aussi dispersées que les points lumineux. Il avait agi par instinct en ville, poussé par un dégoût qu'il ne pouvait pas vraiment nommer, et une prise de conscience qu'il ne voulait pas examiner de trop près. Il avait maintenant une créature sauvage et blessée à transporter à travers un territoire hostile jusqu'à un ranch qui ne serait peut-être pas plus accueillant que le monde qu'elle avait fui. À l'aube, il l'entendit bouger. Elle avait crié plusieurs fois dans son sommeil, luttant contre des démons invisibles, mais s'était calmée à chaque fois sans se réveiller. Elle se redressa brusquement, les yeux hagards, jusqu'à ce qu'elle se souvienne où elle était. « Des cauchemars ?» demanda-t-il doucement. Elle acquiesça, enroulant ses bras autour de ses genoux. « Toujours. »
Le soleil va bientôt se lever. Nous devrions partir avec la fraîcheur du matin, comme si ces mots l'avaient invoqué. L'horizon oriental commença à pâlir, peignant le désert de douces couleurs pastel. Helena se leva, secoua le sable de sa robe et se mit à préparer sa monture sans qu'on le lui demande. Ils levèrent le camp efficacement, travaillant dans un silence presque complice. Alors que Samuel attachait son sac de couchage, Helena prit soudain la parole. Ce que tu as dit en ville à propos de chevaucher dans ton cœur, elle ne le regardait pas, concentrée sur l'ajustement de ses étriers. Tu le pensais vraiment? Samuel marqua une pause, se demandant si elle le prenait pour un idiot, puis répondit honnêtement. Mais peut-être y avait-il aussi une part de vérité. Le temps nous le dira, dit-elle en montant à cheval, son expression indéchiffrable dans la lumière grandissante. Je pourrais encore m'enfuir. Je sais, dit Samuel en enfourchant sa propre selle. Mais tu es là maintenant. C'est déjà ça. Ils partirent alors que le soleil se levait à l'horizon, projetant leurs ombres longues et sombres sur le désert qui s'éveillait. Devant eux s'étendaient des kilomètres de terre aride et un avenir incertain. Mais pour l'instant, ils chevauchaient ensemble. Deux âmes blessées naviguant entre captivité et liberté. Méfiance et espoir. Le ranch était encore à 2 jours de route, et Samuel savait que le véritable test viendrait lorsqu'il l'atteindrait. Mais en regardant Helena chevaucher à ses côtés, le dos droit et les yeux alertes, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Un frémissement de possibilités, fragile comme l'aile d'un papillon, mais tenace comme les fleurs du désert qui s'épanouissaient contre toute attente. Le soleil monta plus haut et ils chevauchèrent vers le destin qui les attendait dans cette terre rude et magnifique. Le ranch Triple Creek s'étendait dans la vallée comme un témoignage d'endurance tenace. Ses bâtiments patinés par le temps se dressaient, bas, contre le ciel infini. Alors qu'ils franchissaient la dernière crête, Samuel ressentit le mélange familier de fierté et de lassitude qui accompagnait toujours son retour chez lui. À ses côtés, Helena s'était raidie sur sa selle, ses yeux enregistrant chaque détail de ce qui pourrait être sa nouvelle prison ou son nouveau sanctuaire. « Le voilà », dit Samuel inutilement, maîtrisant sa rédemption. La maison principale était solide et sans fioritures, construite en pierre et en bois locaux, argentée par le temps. Une grande grange dominait le côté est, avec un corral s'étendant comme des doigts de bois, un dortoir pour les ouvriers, un fumoir et diverses dépendances complétaient le tableau. Ce n'était pas grandiose, mais c'était solide. Un ranch en activité, sculpté dans une terre impitoyable, à force de détermination. On dirait que Tom ramène déjà les chevaux, fit remarquer Samuel, en observant le nuage de poussière près du corral le plus éloigné. Helena ne dit rien, mais ses jointures étaient devenues blanches sur les poignets. Alors qu'ils descendaient vers le ranch, 3 silhouettes émergèrent de divers bâtiments, attirés par le bruit des sabots qui approchaient. Tom Brennan les rejoignait le premier, son visage buriné se plissant de surprise lorsqu'il vit Helena. Le contremaître était un homme solide d'une 50aine d'années, barbu et fiable comme le lever du soleil. « Patron, dit-il en touchant le bord de son chapeau, je ne m'attendais pas à vous voir revenir avec de la compagnie. Tom, voici Helena. Elle va rester ici et travailler comme tout le monde. » Le ton de Samuel ne laissait place à aucune question. « Helena, Tom est avec moi depuis que j'ai acheté cet endroit. Il vous montrera ce qu'il y a à faire. » Les yeux de Tom brillèrent de curiosité, mais il se contenta d'acquiescer. « Madame », Helena ne répondit pas, son attention étant captée par l'arrivée des 2 autres ouvriers. Miguel Santana, âgé de près de 70 ans, ce qui est vieux selon les normes de la frontière, se déplaçait avec la dignité prudente d'un homme qui avait survécu dans se rendant utile. Billy Crawford, à peine âgé de 18 ans, était aussi enthousiaste qu'un chiot. Il ne pouvait cacher sa fascination pour la nouvelle venue. « Billy, arrête de la regarder bouche bée et occupe-toi des chevaux », ordonna Tom. « Miguel, nous avons une section de clôture à réparer dans le pâturage sud. Va voir là-bas. » Les yeux sombres de Miguel étudièrent Helena avec quelque chose qui pouvait être de la compréhension. « Bienvenue, señorita. » Samuel mit pied à terre, remarquant qu'Helena restait en selle jusqu'à ce que les hommes se soient éloignés. Ce n'est qu'alors qu'elle glissa de sa selle, gardant le cheval entre elle et les bâtiments, comme si elle planifiait des voies de fuite. « Viens, dit Samuel, je vais te montrer où tu vas dormir. Pas dans la maison principale. » Sa question avait plusieurs sens.
Il y a une chambre à côté de la cuisine. Elle a sa propre porte donnant sur l'extérieur. J'ai pensé que tu préférerais ça. Il se mit en route, sans se retourner pour voir si elle le suivait. L'intérieur de la maison était spartiate mais propre. Masculin dans sa simplicité mais pas négligé. La cuisine occupait la partie centrale, avec un énorme poêle en fer et une longue table marquée par des années d'utilisation. Samuel la conduisit vers une porte au fond de la pièce. C'était autrefois un débarras, dit-il en l'ouvrant pour révéler un espace petit mais privé. Tu peux y mettre un lit de camp et il y a des crochets pour les vêtements. La fenêtre donne sur les montagnes. Helena entra prudemment. La pièce était minuscule mais propre, avec un lit étroit, un petit coffre et, comme promis, une fenêtre qui donnait sur les sommets lointains. Plus important encore, une autre porte menait directement à l'extérieur. Elle se verrouille, ajouta Samuel en sortant une clé. De l'intérieur, dit-elle en se tournant vers lui, une lueur dans les yeux qui pouvait être de la surprise ou de la gratitude rapidement réprimée. Qu'attend-on de moi? Du travail, répondit Samuel sans détour. Comme tout le monde. Cuisiner, raccommoder, aider avec le bétail quand c'est nécessaire. La vie au ranch n'est pas facile, mais elle est honnête. Tom t'apprendra ce que tu ne sais pas. Et si je refuse, Samuel haussa les épaules. Alors tu auras faim. Ici, tout le monde travaille ou ne mange pas. C'est aussi simple que ça. Au cours des jours suivants, Helena testa toutes les limites comme l'eau teste les fissures dans la pierre. Le premier matin, elle ne se présenta tout simplement pas pour le petit déjeuner. Samuel la trouva près du puits, en train de regarder le lever du soleil. « Les repas sont à 6 heures, midi et 6 heures, dit-il en lui tendant une tasse de café. « Tu les rates, attends le prochain. » Elle prit de la tasse, mais ne but pas. « Je n'ai pas faim. Comme tu veux. » Il se retourna pour partir, puis s'arrêta. Mais la fierté ne nourrit pas son homme, et il n'y a aucune honte à s'asseoir à table avec des hommes honnêtes. À midi, elle apparut dans la cuisine, se glissant sur le banc aussi loin que possible des autres. Tom et les ouvriers suivirent l'exemple de Samuel, traitant sa présence comme si de rien n'était. Billy essaya une fois d'engager la conversation avec elle, mais Tom le fit taire d'un regard sévère. Le travail lui-même devint le premier champ de bataille. Lorsque Tom lui demanda de l'aider à faire la lessive, elle resta raide, les mains crispées. « Je ne sais pas comment faire, » mit-elle en serrant les dents. « Il n'y a pas de honte à ne pas savoir, » dit Tom doucement. « Je vais vous montrer. » Elle regarda le contremaître bourru lui montrer patiemment comment utiliser la planche à laver et l'essoreuse. Les défenses d'Helena se fissurèrent légèrement, et elle s'attaqua à la tâche avec une concentration féroce, comme si la maîtrise de cette simple corvée était une question de survie. La cuisine s'avéra plus controversée. Le deuxième soir, lorsque Samuel lui suggéra d'aider Miguel à préparer le dîner, elle refusa catégoriquement. « Je ne serai pas une servante, cracha-t-elle. Tu ne seras pas servi non plus, répondit calmement Samuel. Nous cuisinons à tour de rôle, ce soir c'est ton tour. J'ai dit non. La confrontation était tendue comme un arc. Les ouvriers observaient la scène, mal à l'aise. Billy trépignait tandis que Tom et Miguel attendaient de voir comment leur patron allait gérer ce défi direct. Samuel se leva lentement. Alors nous allons tous rester sur notre faim ce soir, je suppose. Personne ne cuisine. Personne ne mange. Il regarda ses hommes. Désolé les gars, peut-être demain. Le choc sur le visage d'Helena était presque comique. Tu ne peux pas. Je peux. Samuel se rassit sur sa chaise avec un journal, apparemment prêt à attendre toute la nuit. L'estomac de Billy gargouilla bruyamment. Tom soupira et sortit sa pipe. Miguel ferma simplement les yeux, comme s'il se préparait à faire une sieste. Pendant 20 minutes, la cuisine resta silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge et des gargouillis de plus en plus forts de l'estomac de Billy. « Enfin, » dit Helena en se tapant du poing sur la table. « Très bien, » dit-elle en se précipitant vers la cuisinière. « Mais je ne sais pas cuisiner non plus. »« Je vais vous aider, señorita, » dit Miguel doucement. « Il n'y a pas de honte à cela, ma Maria. Elle m'a appris avant de mourir. Cuisiner, c'est comme apprivoiser le feu. Non, il faut être patient mais ferme. » Quelque chose dans les manières douces du vieil homme fit fondre la résistance d'Helena. Ensemble, ils préparèrent un repas simple mais copieux, composé de haricots, de porc salé et de pain de maïs. Lorsqu'elle posa les assiettes avec une force inutile, Samuel se contenta de dire « merci » et commença à manger.
La première véritable crise survint lors d'une tempête de sable qui frappa sans prévenir. Elena se trouvait dans le pâturage lointain, où Tom lui apprenait à réparer les clôtures. Lorsque le mur de poussière et de vent l'aveugla soudainement, elle paniqua et s'éloigna de la main guidante de Tom pour courir dans ce qu'elle pensait être la direction de l'abri. Samuel la trouva 1 heure plus tard, blottie contre un affleurement rocheux, la peau à vif à cause du sable poussé par le vent. Sans un mot, il l'enveloppa dans son manteau et la porta à moitié jusqu'à la maison. « Quel idiote !» s'était emporté Tom une fois qu'ils furent en sécurité à l'intérieur. « Tu aurais pu mourir là-bas. Je n'ai pas demandé d'aide, » avait rétorqué Elena, bien qu'elle tremblait. « Non, » avait dit Samuel doucement, en l'aidant à s'asseoir sur une chaise. « Mais tu en avais besoin de toute façon. Il n'y a aucune honte à cela. » Alors qu'il soignait son visage brûlé par le sable avec douceur, Elena avait finalement craqué. « Je pensais connaître cette terre, » avait-elle murmuré. « Mais je ne sais rien. Tu sais comment survivre seul. » Samuel dit, « Maintenant, tu apprends à survivre avec les autres. Ce sont des compétences différentes, c'est tout. » La percée vint de manière inattendue grâce aux chevaux. Billy était en train de dresser un jeune Mustang, mais il s'y prenait mal à cause de son impatience juvénile. Elena, qui observait depuis la clôture, finit par ne plus pouvoir le supporter. « Tu t'y prends mal » cria-t-elle. Billy rougit, comme si tu pouvais faire mieux. Sans un mot, Elena enjamba la clôture. Elle s'approcha lentement du cheval terrifié, émettant des sons doux dans sa gorge qui ressemblaient presque à une autre langue. En quelques minutes, le Mustang se tenait debout, tremblant, mais immobile, lui permettant de lui caresser le cou. « Comment as-tu fait » commença Billy. « Il faut écouter » dit Elena, son attitude complètement différente lorsqu'elle se concentrait sur l'animal. « Il a peur, il n'est pas méchant. La peur rend tout sauvage. » Samuel, qui observait depuis la grange, la vit réaliser ce qu'elle venait de dire. Leurs regards se croisèrent à travers le corral, et quelque chose passa entre eux, une compréhension qui n'avait pas besoin de mots. À partir de ce jour, Elena se jeta dans le travail avec une énergie désespérée. Elle apprit à cuisiner avec Miguel, à raccommoder avec Tom, à s'occuper du bétail avec tous les autres. Ses mains étaient couvertes d'ampoules et saignaient, mais elle ne se plaignait jamais. La nuit, Samuel la trouvait endormie sur les registres du ranch, essayant de comprendre les aspects économiques de leur survie. « Tu n'as rien à prouver » lui dit-il un soir, la trouvant aux prises avec un harnais à la lumière d'une lampe. « Si, j'ai quelque chose à prouver, » répondit-elle avec férocité. « À moi-même, si personne d'autre. » Peu à peu, le ranch commença à l'accepter comme elle l'avait accepté. Tom commença à lui confier certaines tâches sans supervision. Miguel lui apprenait des jurons en espagnol qui faisaient rougir Billy. Même les chevaux semblaient sentir qu'elle s'intégrait de plus en plus, hennissant pour la saluer lorsqu'elle entrait dans l'écurie. Mais c'est le soir où elle choisit de manger à la table principale, assise à côté de Samuel plutôt qu'en face de lui, qu'il comprit qu'un changement fondamental s'était produit. Elle était toujours sauvage dans l'âme, cela ne changerait jamais. Mais désormais, sa nature sauvage avait trouvé un endroit où elle pouvait s'exprimer sans avoir à s'excuser, où la force était valorisée plutôt que la soumission. « Merci » dit-elle doucement alors qu'ils débarrassaient de la table ensemble. « Pourquoi? Pour m'avoir donné du travail au lieu de mur, » répondit Samuel en interrompant sa vaisselle, les mains plongées dans l'eau savonneuse. « Tout le monde a besoin de construire quelque chose, » dit-il finalement. « Sinon, on ne fait que survivre. » Elena sécha l'assiette qu'il lui tendait, ses gestes désormais assurés et rodés. Dehors, un coyote hurla à la lune, et pour la première fois depuis son arrivée à Triple Creek, elle ne regarda pas dans la direction du bruit avec nostalgie. Elle était déjà là où elle devait être. La soirée commença comme toutes les autres, avec les mains fatiguées rassemblées autour de la table de la cuisine, après une longue journée passée à réparer les clôtures et à déplacer le bétail. Elena avait préparé un ragoût. Ses talents culinaires s'étaient considérablement améliorés au cours des 2 mois qui avaient suivi son arrivée, et les hommes mangèrent avec appétit. Ce fut Miguel qui aborda le sujet qui allait faire voler en éclats les murs soigneusement érigés autour de l'heure passée. « Mon plus jeune petit-fils, » dit le vieil homme sans raison apparente. « Il aurait à peu près votre âge aujourd'hui, señorita Elena, si la fièvre ne l'avait pas emporté. » Un lourd silence s'abattit sur la table. Miguel parlait rarement de sa famille et jamais de ses pertes. La cuillère d'Elena s'arrêta à mi-chemin de sa bouche.
Je suis désolé, dit-elle doucement, sincèrement. Miguel acquiesça, le visage buriné et paisible. Il est parti depuis longtemps, mais parfois, quand je te vois travailler si dur, te battre si farouchement contre le monde, je me souviens de lui. Lui aussi avait ce feu en lui. Le feu, c'est tout ce que j'avais, dit Helena, puis elle sembla surprise d'avoir parlé à voix haute. Tom s'éclaircit la gorge. Il n'y a rien de mal à avoir du feu. Ça nous a permis à beaucoup de survivre pendant les moments difficiles. Billy, jeune et maladroit, posa la question que tout le monde se posait. Comment avez-vous fini par vivre dans la nature, mêla Helena? Si vous voulez bien nous le dire, Billy. Tom s'écria, mais Helena leva la main. Ce n'est pas grave. Elle remua son ragoût dans son bol, rassemblant ses mots comme des graines éparpillées. Je ne suis pas né sauvage. J'avais une famille autrefois, une petite ferme près de la frontière du Colorado. Samuel l'observait depuis sa place en bout de table, sans rien dire. Il avait appris qu'Helena disait plus facilement la vérité lorsqu'il ne la pressait pas de questions. J'avais 12 ans quand les pillards sont arrivés. Elle continua d'une voix aussi plate qu'un vieux journal. Des Comancheros, à la recherche de tout ce qu'ils pouvaient voler ou vendre. Mes parents ont essayé de se battre. Ils n'ont pas gagné. La cuisine devint si silencieuse qu'ils pouvaient entendre le vent tester les fenêtres. Les yeux ambrés d'Helena s'étaient éloignés. Voyant des fantômes, aucun d'entre eux ne pouvait disparaître. Ils m'ont emmené, m'ont vendu à un comptoir commercial dans le nord. L'homme s'arrêta, les jointures blanches sur sa cuillère. J'ai tenu 3 ans avant de ne plus pouvoir. J'ai volé un cheval, des provisions, je me suis enfui dans les canyons, j'ai appris à vivre comme les coyotes et les faucons. Libre. Bon sang, souffla Billy, puis il rougit sous le regard noir de Tom. 7 ans, dit Helena, un sourire amer déformant ses lèvres. 7 ans, j'ai vécu libre, volant ce dont j'avais besoin, me cachant de tout le monde. Ils m'appelèrent sauvage parce que je ne voulais pas revenir dans leur monde. Pourquoi l'aurais-je fait? Qu'est-ce que leur monde m'avait apporté à part de la souffrance? Samuel prit enfin la parole, la voix rauque. Il faut du courage pour survivre seul aussi longtemps. Ce n'était pas du courage, corrigea Helena. C'était de la peur des murs, des hommes, d'être à nouveau possédé. Je préfère mourir libre plutôt que de vivre enfermé. Et pourtant, tu es là, fit remarquer Miguel avec douceur. Helena regarda autour d'elle les hommes qui étaient devenus comme une famille, les murs qui la protégeaient plutôt que de l'emprisonner, Samuel qui lui avait offert du travail plutôt que des chaînes. « Je suis là », acquiesça-t-elle avec étonnement. Le silence s'éternisa jusqu'à ce que Tom, mal à l'aise face à une émotion aussi brute, change délibérément de sujet pour parler du travail du lendemain. Mais quelque chose avait changé dans la pièce, une compréhension qui allait plus loin que les mots. Plus tard, alors que les ouvriers se retiraient dans le dortoir, Samuel trouva Helena debout sous le porche, contemplant le ciel étoilé. « Merci, dit-il en la rejoignant, de nous avoir fait confiance. Vous avez acheté de la marchandise endommagée, dit-elle avec une fausse légèreté. J'ai pensé que vous deviez savoir ce pourquoi vous aviez payé. Je n'ai rien acheté, dit Samuel fermement. Je l'ai dit clairement dès le début. Helena se tourna vers lui pour l'observer au clair de lune. À votre tour, alors. Quel fantôme empêche Samuel Hayes de dormir la nuit? Qu'est-ce qui pousse un homme à vivre ici? Dans la dureté et la solitude. Samuel resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Quand il parla, ses mots sortirent lentement et douloureusement, comme s'il arrachait des flèches de vieilles blessures. J'avais une femme, Mary, la plus jolie fille du Missouri, et pour une raison idiote, elle m'avait choisi. Nous sommes venus ensemble dans l'Ouest, pleins de rêves, pour bâtir un empire. Nous nous sommes dit, nous allons élever une 12aine d'enfants et les voir grandir fort dans l'air de la frontière. Il s'interrompit, perdu dans des souvenirs qui le transperçaient comme du verre. Helena attendit, patiente comme il l'avait été avec son histoire. Rod Apache, vainqueur de 76. J'étais en ville pour acheter des provisions. J'ai mis trop de temps. Je suis resté un jour de plus pour attendre une livraison. Sa voix s'est éteinte. Je l'ai trouvée dans la cour. Elle s'était battue. Mary a toujours été féroce, mais une femme seule contre un groupe de guerriers. La main d'Helena bougea légèrement, comme pour l'atteindre, puis s'arrêta. Samuel l'a enterrée sous le peuplier qu'elle aimait. Il a vendu cette terre. Il ne pouvait pas rester. Il est venu ici.
Il a construit cet endroit. Je pensais qu'en travaillant dur, la douleur s'estomperait. Ce n'est pas le cas. Il la regarda alors, ses yeux gris reflétant une douleur aussi profonde que la sienne. Ça devient une partie de toi, comme une cicatrice. Tu apprends à vivre avec. C'est pour ça que tu les as empêchés de m'acheter? Demanda Helena. À cause d'elle, répondit Samuel après réflexion. Peut-être en partie. Il ne supportait pas de voir une autre femme traitée comme un objet, vendu comme du bétail. Mais surtout, il cherchait ses mots. Surtout, j'ai vu quelque chose dans tes yeux. Le même regard que je vois dans le miroir. Quelqu'un à qui on avait tout pris, mais qui refusait de se rendre. Ils restèrent debout dans un silence confortable. Deux âmes qui comprenaient la perte sans avoir besoin d'explication. Le vent nocturne apportait l'odeur de la sauge et de la pluie lointaine, et quelque part, un engoulevent chantait. « Je rêve d'eux, dit soudain Helena. Mes parents m'appellent, mais je n'arrive jamais à les atteindre. Je me réveille en essayant de répondre, mais je n'ai plus de voix. Je rêve que Mary est toujours en vie, admit Samuel. Je me réveille en cherchant à l'atteindre, et le lit vide me fait chaque fois l'effet d'une blessure fraîche. » Helena le toucha, posant simplement sa main sur son bras. Bref, mais réel. C'est peut-être pour cela que le destin m'a amené ici. Deux personnes brisées peuvent en former une seule. Samuel couvrit sa main de la sienne avant qu'elle ne puisse la retirer. Pas brisée, corrigea-t-il. Trempée comme l'acier dans une forge, plus forte pour avoir survécu au feu. Une chaleur réconfortante se répandit entre eux, différente de la distance lasse qu'ils avaient maintenue. Pas d'attirance, pas encore, mais de la compréhension. La reconnaissance d'une douleur partagée et d'un respect mutuel. « Je devrais te le dire, dit Helena en reculant, mais sans s'enfuir. Je pense encore parfois à m'enfuir quand les murs me semblent trop proches ou les souvenirs trop vifs. Je sais, dit simplement Samuel. Les portes sont toujours ouvertes, mais j'espère que tu choisiras de rester. J'y travaille, dit-elle avec un sourire fantomatique. Chaque jour, comme si leur honnêteté les poussait. Une étoile filante traversa le ciel. Helena eut le souffle coupé. Au cours de toutes ces années de vie sauvage, elle en avait vu beaucoup, mais elle n'avait jamais perdu son émerveillement. « Fais un vœu, dit Samuel. Je ne crois pas aux vœux. » Mais ses yeux suivirent la trajectoire de l'étoile avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Moi non plus, admit Samuel. Mais c'est peut-être ce qui les rend intéressants. » Helena rit alors, un son aussi rare et précieux que la pluie dans le désert. « Tu es contradictoire, Samuel Hayes. Dur comme le fer à un moment, doux comme la poésie l'instant d'après. Il faut être les deux pour survivre ici, dit-il. Assez dur pour endurer, assez doux pour rester humain. Est-ce que c'est ce que nous sommes? Demanda Helena. Toujours humaine après tout. Plus humaine encore quand nous sommes mis à l'épreuve, dit Samuel avec conviction. Il est facile d'être civilisé quand la vie est douce. Il faut une véritable humanité pour choisir la gentillesse quand le monde ne vous a montré que de la cruauté. Ils parlèrent jusqu'au coucher de la lune, partageant de petites anecdotes. La première chasse réussie d'Helena, la tentative désastreuse de Samuel de cultiver du maïs dans le sable, l'hiver où elle s'était réfugiée avec une meute de loups, le printemps où il avait mis au monde seul un veau en siège. À chaque anecdote, les murs entre eux s'abaissaient d'1 centimètre. Finalement, bâillant, Helena se tourna vers la porte. « Merci, dit-elle, de m'avoir écoutée, de m'avoir comprise. Merci de m'avoir fait confiance, répondit Samuel. Alors qu'elle tendait la main vers la poignée de la porte, Helena s'arrêta. Samuel, c'était l'histoire de deux personnes brisées qui forment un tout. Je ne voulais pas dire que je comprenais ce que tu voulais dire, lui assura-t-il, et je ne te demande rien que tu ne sois prête à donner. Peut-être ne le seras-tu jamais. Ce n'est pas grave. Helena sourit, un vrai sourire qui transforma son visage de joli en magnifique. Bonne nuit, Samuel. Bonne nuit, Helena. Alors que sa porte se refermait, Samuel resta sur le porche, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Pas tout à fait la paix, mais la possibilité d'y parvenir. À l'intérieur, Helena s'assit sur son lit étroit, touchant l'endroit de son bras où sa main avait recouvert la sienne, s'émerveillant de la chaleur qui y persistait. Aucun des deux ne dormit facilement cette nuit-là, mais pour une fois, leur insomnie n'était pas hantée par le passé. Au lieu de cela, ils restèrent allongés dans leurs chambres séparées, pensant à leurs histoires communes et aux étoiles filantes, à la compréhension trouvée dans des endroits improbables et à l'étrange réconfort qui vient du fait d'être vraiment connu par une autre âme humaine. Le ranch dormait autour d'eux,
paisible sous le vaste ciel de l'Arizona, abritant dans ses murs patinés par le temps deux cœurs qui apprenaient lentement à guérir. Le bruit des sabots brisa le silence de l'aube, réveillant tout le monde en sursaut. Samuel était déjà hors du lit et cherchait son fusil avant même d'être complètement réveillé. Des années de vie à la frontière avaient aiguisé ses instincts jusqu'à les rendre acérés comme des lames de rasoir. Par la fenêtre, il pouvait voir des cavaliers approcher, trop nombreux pour être comptés dans la pénombre, leurs torches créant une constellation inquiétante dans l'obscurité. « Patron !» cria Tom depuis la cour. « Nous avons de la compagnie. » Samuel enfila ses bottes et son manteau, vérifia son Colt 45 avant de sortir sur le porche. Elena sortit de sa chambre au même moment, entièrement habillée et armée d'un couteau de cuisine. Leurs regards se croisèrent brièvement, communiquant silencieusement leur vigilance partagée. « Rentre à l'intérieur », ordonna Samuel. Mais Elena secoua la tête et prit position à ses côtés. Les cavaliers firent éruption dans la cour. Ils étaient 15, leurs visages masqués par l'ombre et la malveillance. À leur tête chevauchait Jake Morrison, le frère cadet de Bull Morrison, plus méchant que Bull et 2 fois plus rusé. Samuel en reconnut plusieurs autres, des cowboys des ranchs voisins, des vagabonds et au moins 2 hommes recherchés par la justice. « Hayes » appela Jake, sa voix empreinte d'une fausse amitié. « Belle matinée pour une visite, tu ne trouves pas? » Tom, Miguel et Billy avaient pris position autour de la cour, leurs armes visibles, mais pas encore levées. L'air était chargé d'une tension si épaisse qu'on pouvait presque la toucher. « Dites ce que vous voulez, Morrison » dit Samuel calmement, bien que sa main repose sur la crosse de son pistolet. Jake descendit de cheval avec une lenteur théâtrale, ses hommes se déployant en demi-cercle. « Pourquoi? Nous sommes ici pour une affaire de biens volés. Hayes, il paraît que vous cachez quelque chose qui n'a pas sa place ici. Tout ce qui se trouve dans ce ranch a été acheté et payé. » Samuel répondit, « C'est vrai. » Le sourire de Jake était hideux à la lueur des torches. « Même cette petite sauvage de Philly qui se cache derrière vos jupes a entendu dire qu'elle causait des problèmes aux honnêtes gens depuis des années. Voler, agresser les gens, vivre comme une bête. » Elena s'avança avant que Samuel n'ait pu l'en empêcher. « Je ne serai le trophée de personne. » Les mots résonnèrent, féroces et provocateurs. Les yeux de Jake s'illuminèrent d'un intérêt cruel. « La voilà, les gars, la fameuse sauvageonne. Une jolie chose sous toute cette fierté. Dommage de la gaspiller dans les travaux du ranch alors qu'elle pourrait divertir la compagnie. » La suggestion dans son ton fit froid dans le dos à Samuel. « Sortez de ma propriété, Morrison, maintenant, ou quoi? » Jake écarta les mains y feignant l'innocence. « Nous sommes 15 hommes armés, Hayes. Vous avez un vieux Mexicain, un gamin inexpérimenté et un contremaître têtu. Oh, et une fille qui se croit coriace. Je ne dirais pas que les chances sont égales. Vous oubliez une chose, dit Elena d'une voix ferme comme le roc. Vous supposez que je vais vous laisser m'emmener vivante. Elle se déplaça alors, fluide comme l'eau, se plaçant entre les assaillants et la maison. Le couteau dans sa main reflétait la lumière de la torche et sa posture indiquait qu'elle savait s'en servir. « Fougueuse !» rit l'un des hommes de Jake. « J'aime celles qui ont du caractère. Ça rend leur soumission plus amusante. » Les mots avaient à peine quitté sa bouche que le couteau d'Elena vola, se plantant dans le poteau en bois à quelques centimètres de sa tête. Le rire s'éteignit brusquement. « Le prochain ira dans la chair, » promit-elle. « Assez !» Samuel s'avança, sa présence semblant soudainement remplir la cour. « Morrison, vous et vos hommes êtes en infraction. Je vous donne une chance de partir pacifiquement. »« Impossible, Hayes ?» Le ton enjoué de Jake disparut. « Vous voyez, cette fille a embarrassé mon frère en ville. Elle a ridiculisé le nom des Morrison. Nous voulons récupérer ce qui nous appartient et lui apprendre les bonnes manières. »« Elle n'est pas à toi, » dit Samuel. Chaque mot était aussi précis qu'un coup de marteau. Elle n'appartient à personne. Elle travaille dans ce ranch en tant que femme libre, et tout homme qui dit le contraire devra m'en répondre. De grands mots de la part d'un seul homme, Jake ricana. « 2 hommes, dit Tom en s'avançant dans la lumière, son fusil pointé sur la poitrine de Jake. « 3, ajouta Miguel, son vieux fusil de chasse au bison, toujours aussi précis malgré son âge. « 4, dit Billy d'une voix légèrement cassée, mais son tir était sûr. 5. Elena avait récupéré son couteau et se tenait prête. Et je vous promets que j'en emporterai au moins 3 avec moi avant de tomber. » Le silence était tendu comme la corde d'un arc.
Samuel voyait Jake calculer ses chances, peser son désir contre ses pertes potentielles. Les autres hommes s'agitaient nerveusement, moins sûrs de leur avantage numérique. Ce n'est pas fini, cracha finalement Jake. Il faut abattre cette bête sauvage avant qu'elle ne fasse du mal à des gens honnêtes. Les seules bêtes que je vois ici sont celles qui sont arrivées avec des torches, observa Samuel. Maintenant, partez, et ne revenez pas. Jake monta sur son cheval avec des mouvements saccadés. La fureur rayonnait de chaque partie de son corps. Tu as choisi le mauvais camp, Hayes. Quand la ville apprendra que tu protèges un dangereux voleur, elle pourra aller au diable, l'interrompit Samuel. Et toi aussi, Tom. Si l'un de ces hommes se trouve encore sur ma propriété dans 60 secondes, tirez-leur dessus avec plaisir. Patron, dit Tom, son message clair. Les pillards firent faire demi-tour à leurs chevaux, Jake criant par-dessus son épaule. Ce n'est pas fini. Vous verrez ce qui arrive aux sauvages et à ceux qui les protègent. Ils s'éloignèrent au galop dans un nuage de poussière et d'insultes, leurs torches disparaissant dans l'obscurité précédant l'aube comme des braises mourantes. Les défenseurs restèrent à leur poste jusqu'à ce que le bruit des sabots s'estompe complètement. « Eh bien, dit finalement Tom en baissant son fusil. C'était intéressant. Helena s'effondra sur les marches du porche, ses mains se mettant à trembler à mesure que l'adrénaline s'estompait. Samuel le remarqua et s'assit à côté d'elle, en prenant soin de laisser un espace entre eux. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. « Je devrais partir, dit-elle d'une voix creuse. Ils reviendront avec plus d'hommes. Des gens seront blessés à cause de moi. Des gens seront blessés parce que Jake Morrison est un lâche qui a besoin d'une foule pour se sentir courageux. » Samuel la corrigea. « Ce n'est pas ta faute, le patron a raison, dit Tom, les surprenant tous. Je connais Jake Morrison depuis qu'il est tout petit. Il trouverait une excuse pour causer des problèmes de toute façon. Au moins, comme ça, on sait ce qui va se passer. » Miguel acquiesça d'un air sage. « Dans mon pays, on a un dicton, « El clos ». Celui qui court avec les loups apprend à hurler. Ces hommes, ce sont les loups. Mais ici, nous sommes la meute qui protège les siens. D'ailleurs, ajouta Billy, avec une bravade forcée, avez-vous vu leur visage quand Mademoiselle Helena a lancé ce couteau? J'ai cru que Jenkins allait se faire dessus. Malgré tout, Helena sourit faiblement. Vous risqueriez tous votre vie pour moi. Vous me connaissez à peine. Pas assez, dit Tom d'un ton bourru. Vous travaillez dur. Vous ne vous plaignez pas. Et vous avez du crâne. Cela fait de vous l'une des nôtres. C'est de ma faute, insista Helena en se levant brusquement. C'est moi qui ai attiré ces ennuis chez vous. Non. La voix de Samuel coupa court à son autocritique. C'est Jake Morrison qui a attiré ces ennuis. Tout ce que tu as fait, c'est refuser d'être victime. Il n'y a rien de mal à cela. Il se leva et s'adressa à tous. Nous devons nous préparer. Ils reviendront, probablement avec des renforts. Tom, vérifie nos réserves de munitions. Miguel, va au ranch Carlson. Le vieux Ben me doit une faveur. Voyez s'il peut nous prêter quelques hommes. Billy, commencez à remplir les barils d'eau. S'ils essaient de nous brûler vifs, nous en aurons besoin. Et moi? Demanda Hélène. Samuel croisa son regard. Vous avez une vue perçante. Emportez les jumelles sur le toit. Surveillez les nuages de poussière, les cavaliers, tout ce qui semble suspect. Au premier signe de danger, tu sonnes la cloche aussi fort que possible pendant que les hommes se dispersent pour accomplir leur tâche. Helena attrapa le bras de Samuel. « Pourquoi? » demanda-t-elle. « Pourquoi te dresser contre tout le territoire pour quelqu'un comme moi? » Samuel réfléchit soigneusement à sa réponse. « Parce que j'ai vu ce qui arrive quand les gens bien ne font rien. Parce que tu mérites d'avoir la chance de vivre libre. Comme tout le monde. Et parce qu'il fit une pause puis continua plus doucement. Parce que te voir leur tenir tête, féroce et intrépide, m'a rappelé qu'il y a encore des choses qui valent la peine d'être défendues. » Les yeux ambrés d'Helena scrutèrent son visage. « Je ne vaux pas la peine que tu meures pour moi, Samuel. Ce n'est pas à toi de décider, » répondit-il simplement. « Maintenant, monte sur le toit. Son se lèvera bientôt, et nous avons besoin de ses yeux pour surveiller. » Alors qu'Helena grimpait sur son pêchoir, Samuel s'autorisa un moment de sombre satisfaction. Jake Morrison s'attendait à trouver une proie facile, une file sans défense qu'il pourrait terroriser. Au lieu de cela, il avait trouvé un front uni, une famille improvisée prête à se serrer les coudes. Le soleil se levait lentement, peignant le désert de nuances dorées et cramoisies. Depuis le toit, Helena observait l'horizon tandis qu'en bas,
Les hommes du ranch Triple Creek se préparaient à la guerre. Elle avait passé des années à fuir, à se cacher, à survivre seule. Maintenant, pour la première fois, elle avait quelque chose qui valait la peine d'être défendu et des gens prêts à le défendre avec elle. Je ne serai le trophée de personne, murmura-t-elle, faisant écho à sa déclaration précédente. Mais alors qu'elle regardait Samuel diriger les préparatifs avec un calme efficace, ajouta-t-elle silencieusement. Mais peut-être, juste peut-être, pourrais-je être la partenaire de quelqu'un. La matinée s'étirait, tendue d'anticipation. Chaque nuage de poussière pouvait être des cavaliers. Chaque bruit du désert était une menace. Mais Helena découvrit, à sa grande surprise, que la peur avec laquelle elle avait vécu si longtemps s'était transformée en autre chose, en détermination. Qu'ils viennent, elle n'était plus seule, elle ne fuyait plus. Et elle était chez elle. La réunion municipale convoquée à la hâte eut lieu 3 jours plus tard dans le plus grand bâtiment de Willow Creek, une grange qui servait également de tribunal lorsque les juges itinérants passaient par là. La nouvelle de la confrontation au ranch Triple Creek s'était répandue comme une traînée de poudre, et il semblait que toutes les âmes à moins de 80 kilomètres étaient venues assister ou participer à ce que beaucoup appelaient le procès de la file sauvage. Samuel entra avec Helena à ses côtés, leur présence provoquant immédiatement une agitation. Elle portait sa plus belle robe, une robe qui lui allait parfaitement, empruntée au coffre de la défunte fille de Tom, mais son attitude restait provocante. Elle gardait le menton haut malgré les regards hostiles et les accusations chuchotées. « La voilà », dit une femme d'un ton accusateur, « la créature qui terrorise les honnêtes gens. » Le juge Cornelius Blackwood, un magistrat itinérant réputé pour son impartialité et son impatience, frappa son marteau sur le banc de fortune. « Silence, il s'agit d'une procédure judiciaire, pas d'un lynchage. » Jake Morrison se tenait près de l'avant, entouré de ses partisans. Son frère Bull était assis à côté de lui, toujours blessé dans son orgueil depuis la vente aux enchères. « Votre honneur, » commença Jake, la voix empreinte d'une fausse inquiétude. « Nous sommes ici pour parler d'un élément dangereux dans notre communauté. Cette femme a admis avoir commis des vols, des agressions et avoir vécu en marge de la loi pendant des années. Elle représente une menace pour les gens honnêtes. »« C'est un être humain, » dit Samuel, sa voix résonnant clairement dans la grange. « Ce n'est pas un élément, une créature ou tout autre mot que vous utilisez pour la rabaisser au-dessous du statut d'être humain. » Le juge Blackwood regarda par-dessus ses lunettes. « Et vous êtes Samuel Hayes. Je suis propriétaire du ranch Triple Creek, où mademoiselle Helena est légalement employée. »« Employée ou esclave, » rétorqua Jake. « Vous l'avez acheté comme du bétail. »« Hayes, j'ai payé le prix exigé par cette honteuse vente aux enchères organisée par cette ville, » répondit Samuel d'un ton calme. « Mais elle est libre de partir quand elle le souhaite. Morrison peut-il en dire autant des femmes qui travaillent pour lui? » Un murmure parcourut la foule à cette référence appuyée au saloon de Jake et à sa pension à l'étage. Le visage de Jake se décomposa. « Votre honneur, un marchand nommé Holcomb se leva. J'ai perdu des marchandises à cause de vols au fil des ans. De la farine, des conserves, des couvertures. Si elle est responsable. J'ai pris de la nourriture quand je mourais de faim. » Helena prit la parole pour la première fois, d'une voix claire malgré sa peur. « Des couvertures quand je mourais de froid. Oui, j'ai pris ce dont j'avais besoin pour survivre. Si cela fait de moi un criminel, alors arrêtez-moi. Mais demandez-vous ce qui a poussé une jeune fille de 13 ans à vivre dans la nature plutôt que de demander de l'aide à votre communauté respectable. Parce que tu es sauvage, cria quelqu'un. Indomptable, dangereuse. Je suis dangereuse. » Le rire d'Helena était amer. « J'ai vécu 7 ans dans ces canyons et je n'ai jamais tué personne. Je n'ai jamais fait de mal à quelqu'un qui n'avait pas essayé de me faire du mal en premier. Tous les hommes dans cette salle peuvent-ils en dire autant? » Le juge leva la main pour demander le silence. « Mademoiselle Helena, est-ce votre nom complet? »« Helena Marchetti, votre honneur. Mes parents étaient des immigrants italiens assassinés par les Comancheros quand j'avais 12 ans. » Elle se redressa. « J'ai survécu à la capture, à l'esclavage et à 7 ans seul dans le désert. Si cela fait de moi une sauvage, qu'il en soit ainsi. » Votre honneur, une femme âgée se leva, surprenant tout le monde. C'était Madame Carlson, l'épouse du rancher, qui avait envoyé des hommes pour aider à garder Triple Creek. Je me souviens de la famille Les Marchetti. Des gens bien, travailleurs. Leur fille a disparu après le raid.
Nous avons supposé qu'elle avait été tuée, elle aussi. Je n'ai pas été tuée, dit Elena doucement. J'ai juste été vendue. Puis je me suis enfui, car l'alternative était pire que la mort. Le juge Blackwood observa la foule rassemblée. Quelles sont exactement les accusations? Être une survivante vivant en dehors des limites de la ville. Vol, insista Jake. Agression. Elle a attaqué des hommes qui tentaient de la traduire en justice. Des hommes qui ont essayé de me capturer comme un animal, rétorqua Elena. Qui ont parlé de me briser, de me dompter, de m'utiliser pour leur divertissement? Oui, je me suis battu contre eux. Je me battrai contre quiconque tentera de m'enfermer à nouveau. Elle a menacé mes hommes de violence il y a quelques jours à peine, ajouta Jake. Après que vous ayez amené 15 cavaliers armés sur ma propriété à l'aube, intervint Samuel, en proférant des menaces contre une femme sous ma protection. Si nous parlons d'agression, parlons-en. Le bavardage du juge se fit à nouveau entendre. Assez, j'ai entendu parler de cas similaires dans tout le territoire. Des communautés qui craignent ceux qui ne correspondent pas à leur définition étroite de la civilisation. Il regarda Elena droit dans les yeux. Jeune femme, avez-vous l'intention de nuire à cette communauté? Non, votre honneur, je veux seulement travailler, vivre librement, qu'on me laisse en paix et que les vols cessent. Je travaillerai pour rembourser chaque centime, dit Elena fermement. Monsieur Holcomb, faites une liste de ce que vous avez perdu. Je paierai tout avec intérêt. Votre honneur, commença Jake, mais Blackwood l'interrompit. Monsieur Morrison, j'en ai assez entendu. En fait, je suis curieux de savoir pourquoi vous vous investissez autant dans cette affaire. Que représente Mel Marchetti pour vous? Jake hésita. Elle est dangereuse. Pour votre fierté, peut-être. Mais je ne vois aucune preuve qu'elle représente un danger pour la communauté. Le juge regarda autour de lui. Ce que je vois, c'est une jeune femme qui a survécu à un traumatisme inimaginable grâce à sa force et à sa volonté. Au lieu de célébrer sa résilience, vous cherchez à la punir pour cela. Mais la loi, protesta quelqu'un, la loi reconnaît la légitime défense. Blackwood répondit sèchement qu'elle reconnaissait que la nécessité pouvait conduire à des actions désespérées, mais qu'elle ne soutenait certainement pas la justice populaire, ni le fait de traiter les êtres humains comme des biens. Il se concentra à nouveau sur Elena. Mademoiselle Marchetti, vous êtes accusée de vol. Le niez-vous? Non, votre honneur. J'ai pris ce dont j'avais besoin pour survivre. Alors voici mon jugement. Vous travaillerez pour rembourser ce que vous avez pris. Comme vous l'avez déjà proposé, Monsieur Hayes, vous vous porterez garant de cette dette. Acceptable. Oui, votre honneur, répondit immédiatement Samuel. De plus, poursuivit le juge, tout crime commis alors que Mademoiselle Marchetti était mineure et fuyait une captivité illégale est par la présente rejeté comme un acte de nécessité. Quant aux accusations d'agression, se défendre contre une capture illégale n'est pas un crime. C'est scandaleux. Jake explosa. Qu'est-ce qui est scandaleux? La voix du juge Blackwood se fit d'acier. Ce sont des hommes adultes qui traquent une fille traumatisée comme sport. Ce qui est scandaleux, c'est une communauté qui préfère condamner une survivante plutôt que d'examiner pourquoi elle a dû se cacher d'eux en premier lieu. Il se leva, sa présence remplissant la grange. Mademoiselle Marchetti est une citoyenne libre de ce territoire, qui a droit à toute la protection de la loi. Quiconque la harcèle, la menace ou tente de lui faire du mal devra m'en répondre personnellement. Et Monsieur Morrison, si j'apprends que vous rassemblez à nouveau des foules armées, vous vous retrouverez du mauvais côté de cette procédure. Si elle doit être punie, alors punissez-moi, dit soudain Samuel en s'avançant. C'est moi qui l'ai amenée en ville. Je suis responsable de sa présence ici, de toutes ses dettes, de tous les crimes qu'elle a commis. J'assumerai tout. Elena se tourna vers lui, les yeux écarquillés. Samuel, non. Oui, dit-il fermement. Alors adresse-toi à la foule. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. Mais sachez ceci, Elena Marchetti est sous ma protection. Quiconque s'en prendra à elle devra d'abord passer par moi. Le silence qui suivit fut profond. Même Jake Morrison semblait frappé par cette déclaration. Le juge Blackwood observa Samuel avec intérêt. Des paroles nobles de M. Hayes, mais inutiles. Mademoiselle Marchetti se défend seule. Il frappa une nouvelle fois son marteau. L'affaire est close. La cour se leva et les gens sortirent en maugréant et en chuchotant. Madame, Carlson s'approcha d'Elena.
Votre mère serait fière, dit-elle doucement, en glissant quelque chose dans la main d'Helena avant de partir. C'était une petite croix en argent sur une chaîne, usée, vieille, précieuse. C'était à elle, murmura Helena, les larmes coulant enfin. Elle la portait tout le temps. Samuel la guida vers l'extérieur, loin des escaliers encombrés et des menaces murmurées. Dans la rue, Tom, Miguel et Billy attendaient avec les chevaux, après avoir monté la garde pendant toute la procédure. « Comment ça s'est passé, patron ?» demanda Tom. « La justice a enfin triomphé, » répondit Samuel. « Rentrons à la maison. » Alors qu'ils montaient à cheval, Helena approcha le sien de celui de Samuel. « Tout ce que tu as dit là-dedans sur le fait de se battre pour ses convictions, chaque mot était vrai, » dit-il simplement. « Je n'ai pas besoin d'être protégé, » dit-elle. Mais son ton était doux. « Je sais, » répondit Samuel en la regardant dans les yeux. « Mais peut-être que parfois, tu pourrais me laisser le faire quand même. Non pas parce que tu en as besoin, mais parce que j'ai besoin de te l'offrir. » Helena réfléchit, puis acquiesça lentement. Peut-être parfois, elle était d'accord. Ils quittèrent Willow Creek ensemble, le soleil haut et brillant au-dessus de leur tête. Derrière eux, Jake Morrison les regardait depuis la porte du saloon, le visage déformé par la rage et la promesse de futurs ennuis. Mais pour l'instant, la loi avait parlé et Helena Marchetti était libre. Ni sauvage, ni apprivoisée, mais tout à fait elle-même. « Merci, merci, dit-elle alors que la ville s'éloignait derrière eux. De t'être battu, de m'avoir traité comme une personne alors que tous les autres ne voyaient en moi qu'un animal. Tu n'es pas un animal, dit Samuel avec fermeté. Tu es l'une des personnes les plus fortes que j'ai jamais connues. Sauvage peut-être, mais les choses sauvages ont leur propre beauté, leur propre valeur. Le monde serait plus pauvre sans elles. Helena sourit alors d'un sourire sincère et chaleureux, pour la première fois depuis qu'elle avait été traînée sur cette plateforme d'enchères. Elle sentit quelque chose comme de l'espoir fleurir dans sa poitrine. La route qui l'attendait était incertaine. Les menaces de Jake Morrison planaient comme des nuages d'orage. Mais elle n'était plus seule. Elle avait un foyer. Elle avait des gens prêts à se battre pour elle. Et, plus surprenant encore, elle avait un homme qui ne la voyait pas comme quelque chose à dompter ou à posséder, mais comme quelqu'un à respecter et peut-être, avec le temps, à aimer. Le désert s'étendait à l'infini devant eux, aussi rude et beau que jamais. Mais il ne semblait plus aussi menaçant. Après tout, elle avait survécu à pire que ce qui l'attendait. Et désormais, elle n'aurait plus à y faire face seule. Les semaines qui suivirent le procès apportèrent une paix inattendue au ranch Triple Creek. Eliana se plongea dans le travail avec une motivation renouvelée, sans plus regarder par-dessus son épaule à chaque bruit. Elle avait pris l'habitude de porter la croix de sa mère, dont l'argent brillait à son cou, pour lui rappeler qui elle était avant que le monde ne tente de la briser. C'est un jeudi après-midi que tout a changé. Helena était dans la cuisine, en train d'apprendre à Billy comment bien assaisonner une poêle en fonte. Le garçon était nul en cuisine, mais déterminé à apprendre, lorsque le bruit de chevaux approchant les fit tous deux se figer. « Un seul cavalier, » dit Helena, son oreille exercée, analysant le bruit des sabots. « Il avance lentement, il ne cherche pas à surprendre qui que ce soit. » Elle garda néanmoins le couteau de cuisine à portée de main en se dirigeant vers la fenêtre. Une silhouette solitaire s'approchait sur une jument pie et Helena retint son souffle. Même après 7 ans, elle reconnut cette posture rigide, cette façon particulière de s'asseoir en selle. « Marie, Mère de Dieu, » murmura-t-elle. « Qu'y a-t-il » demanda Billy, alarmé. « Dois-je aller chercher M. Hayes ?» Mais Helena était déjà en mouvement, ouvrant brusquement la porte et sortant sur le porche. La cavalière s'était arrêtée à la barrière, semblant aussi figée qu'Helena elle-même. « Helena !» La voix de la femme traversa la cour, incertaine, pleine d'espoir, brisée. « Helena, c'est vraiment toi ?» Rosa, le nom sortit à peine plus qu'un souffle. Billy, perplexe, commença à parler, mais Helena était déjà en train de courir. Elle enjamba la balustrade du porche et traversa la cour en sprintant, oubliant sa lassitude habituelle. La femme descendit de cheval juste au moment où Helena l'atteignait, et elles se précipitèrent l'une vers l'autre dans une étreinte qui faillit les faire tomber toutes les deux. « Ma petite sœur, » sanglota Rosa Marchetti, dans les cheveux d'Helena. « Ils m'ont dit que tu étais morte. Toutes ces années, j'ai cru que tu étais morte. » Samuel sortit de la grange. Ayant entendu le vacarme, Tom et Miguel apparurent de différentes directions,
tous convergeant vers la scène avec inquiétude. Mais voyant Helena s'accrocher à l'inconnu, pleurant comme aucun d'entre eux ne l'avait jamais vu pleurer, ils se retinrent. « Je croyais que tu étais morte dans le raid, » disait Helena, ses mots étouffés contre l'épaule de sa sœur. « J'ai vu la maison brûler. J'ai vu Shenya. Je suis là maintenant. Je suis là. » Rosa s'écarta pour examiner le visage d'Helena, le sien barré de larmes. « Regarde-toi, ma petite Helena sauvage. Tu as grandi. » Samuel s'approcha prudemment. « Mademoiselle Helena. » Helena se retourna, le visage transformé par la joie, même à travers les larmes. « Samuel, voici ma sœur, Rosa. » Je la croyais morte. Rosa les regarda tous les deux, remarquant l'attitude protectrice de Samuel et la façon dont Helena se penchait inconsciemment vers lui. « C'est vous qui l'avez sauvée de cette horrible vente aux enchères. Tout le territoire en parle. Samuel Hayes, madame. » Il toucha le bord de son chapeau. « Votre sœur est en sécurité ici. » « En sécurité? » Rosa réfléchit à ce mot, puis regarda le visage d'Helena. « Vraiment. » Elle regarda. « Et heureuse. Tu es heureuse, Péa. » Helena acquiesça en s'essuyant les yeux. « Entrez, je vous en prie. Il y a tant à dire. Comment m'avez-vous trouvé? Où étiez-vous? » Alors qu'ils se dirigeaient vers la maison, Rosa expliqua. Elle était en ville pendant le raid. Elle travaillait au magasin général. À son retour, la ferme était réduite en cendres et sa famille avait disparu. Je t'ai cherché partout. L'armée, les marshals territoriaux. Tout le monde disait que tu avais dû être emmené vers le sud et vendu au Mexique. Ils disaient que même si tu avais survécu, je ne te retrouverai jamais. Comment as-tu survécu? Demanda Helena alors qu'elle s'installait à la table de la cuisine. Billy, Dieu le bénisse, avait déjà préparé le café sans qu'on le lui demande. Le visage de Rosa s'assombrit. Un couple âgé, les Wheeler, m'a recueilli. Ils étaient gentils, mais elle hésita, puis continua d'un ton plus ferme. Le neveu de M. Wheeler avait une conception différente de la charité. Je l'ai épousé pour empêcher ses avances de s'aggraver. Ce n'était pas un bon mariage. La main d'Helena trouva celle de sa sœur de l'autre côté de la table. Est-il mort, Calera, il y a 2 ans? Je travaillais comme couturière à Silver City, j'économisais de l'argent, je demandais toujours des nouvelles d'une fille sauvage qui vivait dans les canyons. Puis j'ai entendu parler du procès, d'une Helena Marchetti qui avait survécu seule pendant 7 ans. La voix de Rosa se brisa à nouveau. Je suis venu aussi vite que possible. Je me suis caché comme un animal, dit Helena, la honte colorant sa voix. J'aurais dû te chercher. J'aurais dû. Tu as survécu. Rosa l'interrompit fermement. C'est tout ce qui compte. Ma petite sœur courageuse et sauvage, qui sauvait les oisillons et ne supportait pas de voir quoi que ce soit en cage. Bien sûr, tu t'es enfui dans la nature. Bien sûr que tu as survécu. Samuel s'excusa discrètement, laissant les sœurs seules, mais Helena attrapa son bras au passage. « Reste, » dit-elle doucement. « Tu fais aussi partie de la famille. » Le mot resta suspendu dans l'air entre eux, précieux et fragile. Samuel se rassit, et si ses yeux étaient étrangement brillants, personne ne le mentionna. Au cours des heures qui suivirent, les sœurs reconstituèrent leurs années de séparation. Rosa pleura quand Helena décrivit avec hésitation sa capture et son évasion. Helena pleura à nouveau en apprenant le mariage sans amour de Rosa et ses années de solitude. « J'ai une chambre dans une pension en ville, » dit finalement Rosa. « Mais j'espérais que, s'il y a du travail ici, toujours du travail dans un ranch, » dit immédiatement Samuel. « Tu peux rester aussi longtemps que tu le souhaites. » Helena le regarda avec une telle gratitude que Tom, qui entrait pour le dîner, s'arrêta net. Le contremaître n'avait jamais vu son patron rougir auparavant. Ce soir-là, Helena frappa à la porte du bureau de Samuel. Il travaillait sur les registres à la lumière d'une lampe, mais il posa son stylo lorsqu'elle entra. « Merci, dit-elle, d'avoir laissé Rosa rester. Pour tout. C'est ta sœur. Bien sûr, elle est la bienvenue. » Il scruta son visage, y lisant ses émotions. « Tu as l'air différente, plus légère en quelque sorte. » Helena se dirigea vers la fenêtre et regarda les étoiles. « Je pensais être seule depuis toutes ces années. Je pensais que tous ceux qui m'aimaient étaient une partie, mais elle est vivante. Samuel, ma sœur est vivante. La famille a le don de se retrouver, » dit Samuel doucement. Helena se tourna vers lui. « C'est ce que nous sommes, une famille? » La question resta en suspens entre eux, chargée de possibilités.
Samuel se leva, s'approcha, mais garda une distance prudente. Ce jour-là au procès, dit-il lentement, quand j'ai dit que tu étais sous ma protection, je le pensais vraiment. Mais Helena, je veux que tu saches qu'il ne s'agissait pas seulement de protection. De quoi s'agissait-il? Sa voix était devenue douce, incertaine d'une manière que son défi n'avait jamais été. Samuel chercha ses mots. Cet homme qui avait enfermé son cœur après sa perte. Tu m'as demandé une fois ce que j'avais vu en toi ce jour-là, à la vente aux enchères. J'ai vu quelqu'un qui refusait de se briser. Mais plus que cela, j'ai vu quelqu'un qui pouvait comprendre ce que signifie être seul, même dans une foule. Quelqu'un qui pouvait. Il s'interrompit, frustré de son incapacité à exprimer des sentiments qu'il avait enfouis si profondément. Helena réduisit la distance entre eux, posant sa main sur son cœur. Quelqu'un qui pourrait conquérir ton cœur. C'est déjà fait, admit-il en recouvrant sa main de la sienne. Mais Helena, je ne t'enfermerai pas. Je ne te demanderai pas d'être autre chose que ce que tu es. Et si ce que je suis t'appartient, murmura-t-elle. Pas possédé, pas apprivoisé, mais tienne par choix. Au lieu de répondre par des mots, Samuel pencha la tête et l'embrassa. C'était doux, prudent, plus une question qu'une affirmation. Helena répondit en se mettant sur la pointe des pieds, approfondissant le baiser avec une douceur féroce qui exprimait une confiance dure mais librement donnée. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux respirant de manière irrégulière, Helena sourit, cette expression rare et transformatrice qui la rendait belle. Je devrais y aller. Rose m'attend, et nous avons des années à rattraper. Helena appela Samuel alors qu'elle atteignait la porte. Je t'aime. J'aurais dû le dire plus tôt, mais je t'aime. Ton cœur sauvage, ton esprit féroce et tout le reste. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte, silhouettée par la lumière de la lampe. Je t'aime aussi, Samuel Hayes. Il m'a fallu du temps pour le reconnaître, car c'était si différent de la peur ou de la colère. Mais c'est là, profond comme les racines du désert. Après son départ, Samuel resta debout à la fenêtre qu'elle venait de quitter, regardant les deux sœurs marcher vers la petite maison, leurs têtes penchées l'une vers l'autre dans une conversation. À travers la fenêtre, il pouvait entendre le rire d'Helena, encore rare mais plus impossible, se mêler au ton plus léger de Rose. Tom apparut à la porte du bureau. « Patron, tout va bien? »« Tout va bien, Tom. Mieux que bien. » Samuel se détourna de la fenêtre et Tom faillit reculer en voyant l'expression sur le visage de son employeur. Samuel Hayes souriait vraiment, pour la première fois depuis des années. Il était temps, marmonna Tom, puis plus fort. Tu veux que je déménage les affaires de Rose dans la chambre d'amis? Si tu veux bien, et Tom, dis à Miguel qu'il gagne le lit. Apparemment, tout le monde l'avait vu venir avant nous. Tom sourit. Bien sûr, patron. Billy l'avait vu venir, et ce garçon ne voit pas plus loin que son prochain repas. Vous et Mademoiselle Helena étiez les seuls à être surpris. Dehors, Helena aida Rosa à s'installer dans la petite pièce qui servait autrefois de débarras et qui avait été rapidement transformée en espace de vie. Alors qu'elle se préparait à se coucher, Rosa demanda « Cet homme, Samuel, tu l'aimes comme tu aimes respirer. » Helena admit « J'ai lutté pendant des mois. Je pensais que l'amour signifiait des cages et la possession. Mais il me voit tel que je suis, Rosa. Pas la fille sauvage. Pas quelque chose à dompter. Juste moi. » Rosa serra sa sœur dans ses bras. « Alors tu es bénie, Pia. Le véritable amour est plus rare que l'eau dans le désert. » Alors que le ranch s'endormait, Helena était allongée dans son lit étroit, les doigts touchant ses lèvres, où le baiser de Samuel persistait encore. Pour la première fois en 7 ans, elle se sentait vraiment en sécurité. Non pas parce que des murs l'entouraient ou qu'un homme la protégeait, mais parce qu'elle avait choisi cet endroit, ces gens, cette vie. Elle avait conquis son cœur. Oui, mais lui aussi avait conquis le sien. Et demain, elle se réveillerait dans un monde où se trouvait sa sœur, la famille qu'elle s'était choisie, et un amour qui ne lui demandait rien d'autre que d'être exactement qui elle était, sauvage, libre, et enfin chez elle. L'hiver arriva avec vengeance cette année-là, apportant la pire tempête de neige que le territoire ait connue depuis une décennie. La tempête frappa sans avertissement par une nuit de décembre sans lune, prenant tout le monde au dépourvu, malgré leur vigilance habituelle.
Samuel était en train de vérifier les pâturages à l'est lorsque les premiers vents se levèrent, poussant la neige à l'horizontale à travers le paysage. Il fit immédiatement demi-tour vers le ranch, mais la visibilité tomba à zéro en quelques minutes. Le cheval, pourtant sûr de lui, luttait contre les congères qui s'accumulaient. De retour au ranch, Elena fut la première à se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Ce sixième sens qu'il avait maintenu en vie dans la nature sauvage lui criait des avertissements alors que la tempête s'intensifiait. Elle trouva Tom dans la grange. Tous deux arrivèrent simultanément à la même conclusion. « Le patron n'est pas rentré », dit Tom d'un ton grave. « Le bétail dans le pâturage est, commença Elena, est probablement en train de mourir de froid. » Le visage buriné de Tom reflétait une véritable peur. « Si nous perdons ce troupeau, le ranch est fini. » Mais dans cette tempête, Elena était déjà en mouvement, attrapant des couvertures, des cordes, tout ce qui pourrait aider. Rosa apparut à la porte de la grange, serrant un châle contre le vent. « Elena, non, tu ne peux pas sortir par ce temps. Il est là-bas, » dit simplement Elena. « L'homme qui m'a donné un foyer alors que tous les autres voyaient en moi un animal. Je ne vais pas le laisser mourir. »« Alors nous y allons ensemble, » dit Tom. Mais Elena secoua la tête. « On a besoin de toi ici. S'il arrive quelque chose, le ranch a besoin de toi. Miguel est trop vieux pour affronter ce temps. Et Billy, elle ne termina pas. Ils connaissaient tous Billy pour son enthousiasme. Il manquait d'expérience pour un sauvetage dans ces conditions. « J'y vais, » dit soudain Rosa. « Je ne sais pas suivre des traces comme toi, mais je peux aider avec le bétail. »« Rosa, nous sommes des femmes Marchetti, » dit Rosa fermement. « Nous survivons, nous protégeons ce qui nous appartient, et cet homme là-bas est à toi, que tu l'aies dit ou non. » Elena serra sa sœur dans ses bras brièvement, avec férocité. « Aide Tom à se préparer. Quand je ramènerai Samuel, il aura probablement besoin de soins. Prépare de l'eau chaude et des couvertures au chaud près du feu. » Elle enfourcha son cheval, celui-là même qu'elle avait décrit dans la lettre qu'elle avait écrite depuis la ville le premier jour, et plongea dans le mur blanc de la tempête. Derrière elle, Tom était déjà en train d'organiser les autres ouvriers, sa voix couvrant le bruit du vent. Dehors, c'était le chaos. Le vent hurlait comme tous les démons de l'enfer, poussant la neige qui coupait comme du verre. Elena enfonça son chapeau sur sa tête et se fia à son instinct, aiguisé par 7 années de survie. Elle connaissait cette terme, avait mémorisé chaque montée et chaque descente, chaque point de repère, même à l'aveugle. Elle pouvait s'orienter grâce à la sensation de la terre sous les sabots de son cheval. Elle trouva d'abord le bétail blotti contre une formation rocheuse, déjà en train de dériver dans un silence mortel, mais aucun signe de Samuel. Le cœur d'Elena battait à tout rompre, tandis qu'elle faisait le tour du troupeau, appelant son nom dans le vent qui lui arrachait la voix. Puis, là, une forme sombre se détachait sur le blanc. Redemption montait la garde auprès d'un corps inerte. Le monde d'Elena se réduisit à cette silhouette immobile tandis qu'elle se frayait un chemin à travers les congères. « Samuel », dit-elle en descendant de cheval et en tombant à genoux à côté de lui. Il était conscient, mais à peine. Ses lèvres étaient froides et il avait une entaille au front, là où il avait heurté quelque chose en tombant. « Elena », dit-il d'une voix faible et confuse. « Tu ne devrais pas, Storm. Tais-toi », dit-elle avec férocité, tout en vérifiant s'il avait d'autres blessures. Sa cheville était gravement tordue, probablement cassée. « Peux-tu monter si je t'aide à enfourcher le cheval? Je m'occupe d'abord du cheval. Nous allons te relever. » Utilisant une force qu'elle ne se savait pas posséder, Elena releva Samuel. Il cria lorsque le poids fit pression sur sa cheville blessée, manquant de s'évanouir. « Reste avec moi, » ordonna-t-elle, parvenant par pure volonté à le hisser sur Redemption. « Tiens-toi bien à la corne de la selle. Redemption connaît le chemin de la maison. »« Le troupeau, » protesta-t-il faiblement. « Je m'en occupe, » répondit-elle. Elle lui mit les rênes dans les mains. « Fais-moi confiance, Samuel, comme je t'ai fait confiance. » Elle donna une tape sur le flanc de Redemption, envoyant le cheval vers la maison. L'animal, loyal et sûr, ramènerait Samuel. Elena remonta en selle et examina la situation. Près de 60 têtes, qui représentaient la survie du ranch, se blottissaient les unes contre les autres pour échapper à la mort dans ces années de 17. Elle avait appris à penser comme les animaux parmi lesquels elle vivait. Elle mit maintenant ce savoir à profit. Travaillant avec la tempête plutôt que contre elle, elle commença par le bœuf de tête. Un vieux taureau nommé César, qui avait survécu à de nombreuses tempêtes. Le faire avancer était l'essentiel.
Les autres suivraient. À l'aide de son lasso et de sa voix, elle le fit sortir de son abri et l'entraîna dans le vent. Il protesta en mugissant, mais se mit en mouvement et, lentement, péniblement, le troupeau commença à le suivre. Cela aurait dû être impossible. Une seule femme, même une femme qui avait survécu 7 ans dans la nature, elle n'aurait pas dû être capable de conduire 60 têtes de bétail à travers une tempête de neige meurtrière. Mais Helena avait appris que impossible n'était qu'un autre mot pour difficile, et elle avait fait des choses difficiles toute sa vie. Elle devint la tempête elle-même, féroce et implacable, conduisant le bétail par la seule force de sa volonté. Quand ils essayaient de s'arrêter, elle était là. Quand ils prenaient le mauvais chemin, elle les corrigeait. Ses mains étaient engourdies, son visage à vif, mais elle continuait. Ces animaux représentaient la survie du ranch. Ils permettaient à Samuel de garder la maison qu'il avait construite. Les heures passaient comme des jours. Helena perdit toute notion du temps, concentrée uniquement sur le prochain pas, la prochaine poussée en avant. Sa jument trébuchait de plus en plus souvent, épuisée, mais aussi déterminée que sa cavalière. Puis, des lumières apparurent, de belles lumières à travers la blancheur. Le ranch se matérialisa hors de la tempête comme une vision. Tom et Billy étaient là avec des torches, Rosa tenant la porte de la grange grande ouverte, le bétail sentant la maison et l'abri, n'avait plus besoin d'être poussé. Il bouscula Helena dans son empressement à trouver la chaleur. Elle se souvenait à peine d'être descendue de cheval. Les bras puissants de Tom la rattrapèrent alors qu'elle tombait. La chaleur de la cuisine était douloureuse après le froid. Son corps tremblait de manière incontrôlable alors qu'il se souvenait comment ressentir les sensations. « Samuel », parvint-elle à dire entre deux claquements de dents. « Ici », répondit-il, et elle se retourna pour le voir assis sur une chaise près du poêle, les chevilles attelles, la plaie à la tête nettoyée et bandée. « Vous êtes une femme magnifique et insensée. Vous les avez tous sauvés. Vous nous avez tous sauvés, corrigea-t-elle, laissant Rosa lui retirer ses vêtements gelés et l'envelopper dans des couvertures chaudes. « Tout le monde est là, » rapporta Tom, la voix émerveillée. « Je ne sais pas comment vous avez fait, mademoiselle Helena. Cela n'aurait pas dû être possible. Elle a chevauché droit dans la tempête, » dit Samuel doucement, les yeux rivés sur le visage d'Helena. Tout comme elle avait chevauché dans mon cœur, féroce, intrépide et absolument imparable. Malgré son épuisement, Helena sourit. Je vous avais dit que les choses sauvages avaient leur utilité. La tempête fit rage pendant 2 jours supplémentaires, mais à l'intérieur du ranch, il y avait de la chaleur et de la sécurité. La cheville de Samuel guérissait lentement mais sûrement. Le bétail avait été sauvé du gel, le ranch allait passer l'hiver, et Helena avait prouvé quelque chose à tout le monde, y compris à elle-même. Elle n'était plus la fille sauvage qui survivait seule. Elle était une femme qui protégeait ce qu'elle aimait, qui affrontait la fureur de la nature pour la famille qu'elle s'était choisie. Le 3e matin, le soleil apparut, brillant sur un monde transformé par la neige. Helena se tenait sous le porche, Samuel à ses côtés avec ses béquilles, regardant le paysage immaculé. « Tu aurais pu mourir, » dit-il doucement. « Toi aussi. La différence, c'est que j'ai choisi de prendre ce risque. Toi, tu as été victime du hasard. » Il se tourna vers elle pour lui faire face. « Épouse-moi », Helena se retourna, surprise. « Samuel, je sais que c'est soudain. Je sais que tu accordes plus d'importance à ta liberté qu'à toute autre chose. Mais Helena, quand j'étais là-bas et que je pensais que j'allais mourir, tout ce à quoi je pensais, c'était que je ne t'avais jamais dit à quel point tu comptais pour moi. Pas seulement pour le ranch, mais pour moi. » Il tendit la main et lui prit le visage entre ses mains rugueuses. « Épouse-moi, non pas pour t'apprivoiser ou t'enfermer, mais pour rester à tes côtés, quelles que soient les tempêtes qui s'abattront sur nous. » Helena regarda cet homme qui l'avait vu au plus bas et qui ne l'avait jamais méprisé, qui lui avait offert du travail au lieu de chaîne, du respect au lieu de la possession, qui s'était dressé devant une ville hostile et avait déclaré qu'elle valait la peine d'être défendue. « Je ne suis pas une femme facile à aimer, » prévint-elle. « Je ne suis pas un homme facile non plus, mais c'est peut-être pour cela que nous sommes faits l'un pour l'autre. » Elle l'embrassa alors, là, sous le porche, tandis que le soleil illuminait la neige de 1000 feux. « Oui, » dit-elle contre ses lèvres. « Oui, Samuel Hayes, je t'épouserai, mais je garde mes couteaux, » dit-il en riant d'un rire riche et plein.
Je m'inquiéterais si tu ne le faisais pas. Des applaudissements retentirent depuis l'entrée. Tom, Miguel, Billy et Rosa leur souriaient tous. Miguel sortit une bouteille de whisky qu'il avait gardée en réserve et Tom déclara un jour férié. Ils firent la fête à l'intérieur, au chaud et en sécurité, tandis que l'hiver tenait le monde dans son étreinte. Elena s'émerveilla du chemin qu'il avait mené ici. D'enfant terrifié à survivante sauvage, puis à femme avec une famille, un foyer et de l'amour. La fille qui ne faisait confiance à personne était devenue une femme prête à tout risquer pour ceux qu'elle aimait. Aucun regret? Demanda Samuel à voix basse, profitant d'un moment seul avec elle. Elena regarda autour d'elle Rosa qui riait avec Billy. Tom et Miguel qui discutaient un bon enfantement de la meilleure façon de dresser les chevaux. L'homme qu'elle aimait, qui la regardait avec des yeux pleins de promesses. Aucun, répondit-elle fermement. J'ai parcouru un long et difficile chemin pour arriver ici, mais je suis chez moi maintenant. Chez toi, acquiesça Samuel en la serrant contre lui. Nous deux, dehors, le vent hivernal soufflait, mais à l'intérieur, il y avait de la chaleur, des rires et de l'amour. La fille sauvage qu'aucun homme n'avait pu dompter avait trouvé quelque chose de mieux que la domestication. Elle avait trouvé sa place. Et au final, cela avait fait toute la différence. Le printemps allait arriver, apportant avec lui de nouveaux défis. Jake Morrison nourrissait toujours sa rancœur en ville. Le ranch allait devoir faire face à la sécheresse et aux tempêtes, aux prédateurs et aux marchés. Mais Elena Marchetti, bientôt Elena Hayes, avait survécu à pire. Et maintenant, elle avait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu pendant ces 7 années de vie sauvage. Des gens qui la soutiendraient, quoi qu'il arrive. Elle avait touché son cœur. Oui. Mais au final, ils avaient chevauché ensemble vers quelque chose qu'aucun d'eux n'avait osé espérer. Un avenir plein de possibilités, sauvage d'amour et libre comme le vent du désert. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage dans le Far West. J'espère que l'histoire d'Elena et Samuel vous a touché. Où écoutez-vous ce récit? Peut-être pendant vos trajets, chez vous ou dans un endroit inattendu. J'aimerais beaucoup le savoir. Abonnez-vous à la chaîne From Wild West et partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires et vos commentaires rendent notre communauté pionnière unique. Live não da Cut no coisa. hum, 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 Ficámos calados ou ninguém está a falar? Ah, ninguém está a falar. É pra ver no Twitter. Vê a cutscene Ah, no Twitter, Ver a sabe? cut no Twitter. Sorry. Vamos lá. Peraí. Deixa eu parar a música. Agora chega de lo-fi. Agora é putaria. Propriedades. Vou botar som aqui. Perfeito. Vou botar o Twitter aqui. Não, prefiro botar assim. E aqui. Vamos lá. Peraí, é a qualidade de merda de sempre, né? É, o Twitter não nos permite viver felizes. Não tá enquadrado, pode crer. Pronto. Pô, vai sem montar uma, cara. A gente só se fode. Ah, não, vai abrir o portal, calma. Ah, tá. Graças.
Mano, o viajante é o Moa, esse pai, hein? Nossa, que viagem tenebrosa que a gente vai fazer. Puta que pariu. Nossa, que viagem horrorosa. Nossa, por isso que a gente bebeu absinto, porque a gente vai chegar gorfando lá do outro lado. Caraca, que bonitinha essa roupinha. Nós chegamos tudo fudido. Legal. Peraí, deixa eu botar o jogo de volta. Tirar aqui. Calma aí, calma aí. Calma aí, tô só configurando aqui. Terminando de configurar. Aqui, aqui, ok. Aqui tem... Não, não configurou, calma. Pronto. Foi. Deixei o Spotify configurado pra tocar musiquinha, se precisar, se eu quiser. Pronto, tudo certo. Tamo de volta. Vamos. Olha, começou já? É pra ir? Ué, como que a gente vai? Ah, Pra pode onde? ir? Ah, já pode Eu tô ir? comendo. Aqui, ó. Aonde vai? Eita, eita. Cheguei pra Oxente. Ok. Dá pra bater aqui já? Que Não, isso? porra. Não, calma, 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 Acho que calma. é isso aí. Deu, rapaziada. Salve, salve. uma Ô, boa Guga, vai tomar no noite seu a cu, seu você. filho de uma puta. Ô, Galipeite. Vai se fuder, Guga. Vai se Macedos, fuder. é bom que vocês Não, decidam. não, Calma, calma, Vocês- Ordem, caralho! Vocês estão contra? Ô, galera, calma aí. Pra que briga? Pra que essa briga? Por que essa briga, galerinha? Pra que essa briga aí? Queremos o líder. Queremos o Galera. líder de vocês, idiotas. Sim, senhor. Pode esperar só um segundinho. A A gente líder do tem- meu clã tá aqui, ó. A gente tem Ótimo. uma oportunidade Fale pra aqui. Qual que é ele seu nome, virar senhor? pedra. Até a pedra? Pedra.